Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci tentera d'apporter un aperçu général sur un événement qui parle à tous encore aujourd'hui, les tout premiers Jeux Olympiques durant l'Antiquité. Les Jeux Olympiques d'été de Paris approchent à grands pas. Officiellement nommés les Jeux de la 33e Olympiade, ils prendront place du 26 juillet au 11 août 2024 sur une grande partie de l'État français, dans moins de 100 jours maintenant. Mais dès à présent, le mardi 16 avril dernier, des prêtresses ont allumé la flamme olympique à Olympie, en Grèce, point de départ d'un long périple. En effet, comme la tradition olympique moderne le veut, une grande prêtresse procède à l'allumage de la flamme pour les prochains Jeux d'été devant le temple d'Héra à l'aide d'un miroir parabolique captant les rayons du soleil pour garantir la pureté du feu. Celle-ci va dans un premier temps implorer l'aide d'Apollon, dieu de la lumière, puis elle ira transmettre ce feu sacré au premier porteur de la flamme. C'est donc à 3000 km de Paris que ce geste a lancé le long relais vers la capitale française. Pourtant, ce geste n'existait pas durant les Jeux antiques. En effet, c'est une invention de l'ère moderne lors des Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928. À Olympie, le feu n'était allumé que pour les sacrifices effectués en préambule des épreuves sportives, puisqu'à la différence d'aujourd'hui, les Jeux olympiques antiques étaient une célébration religieuse. Tandis que les Jeux modernes sont aujourd'hui laïques. De plus, les pratiques sportives antiques répondent également à des fonctions militaires, éducatives ou sacrées, qui ne sont pas représentées de nos jours. Les Grecs pensent que le corps et l'esprit sont liés. Le sport est alors un moyen de joindre ces deux aspects, tant par la forme d'engagement des hommes que par sa place au sein de la culture. Le sport est au cœur de l'éducation grecque. Il servait notamment à exprimer des rivalités entre les cités ainsi que leur supériorité, renvoyant au terme d'agone pour employer toute forme de compétition. Cependant, il est crucial de reconnaître le lien indéniable qui unit ces jeux ancestraux à leur contrepartie moderne. En effet, le baron Pierre de Coubertin, fondateur et président du Comité international olympique, parle d'une continuité historique entre le sport ancien et moderne. C'est pourquoi la plupart des sports au programme des Jeux antiques se retrouvent au programme des premiers Jeux modernes. Si certains éléments de ces Jeux ont été repris tels quels lors de l'instauration des Jeux olympiques modernes, d'autres ont cependant été écartés ou modifiés. Depuis leur réinvention en 1896 par ce dernier, les Jeux olympiques contemporains sont devenus en plus d'un siècle un phénomène d'envergure mondiale, catalysant des avancées dans divers domaines et servant de plateforme pour la paix et pour la coopération internationale. Toutefois, une compréhension approfondie de ces jeux modernes exige une exploration rigoureuse de leurs origines antiques, où les compétitions athlétiques étaient profondément ancrées dans le tissu social, politique et religieux de la Grèce antique. Ainsi, nous allons dès à présent nous replonger dans l'histoire de la Grèce antique, pour mieux comprendre à la fois l'organisation, l'importance et les répercussions de ces Jeux antiques sur les cités grecques. Les informations sur les Jeux olympiques de l'Antiquité dont on dispose aujourd'hui nous parviennent principalement des nombreuses descriptions tirées de la littérature antique, ainsi que des objets retrouvés lors des fouilles archéologiques, comme des vases, des statues ou encore des pièces de monnaie. Tout commence en Grèce, dans une vallée du Péloponnèse, il y a 3000 ans environ. Des concours sportifs sont organisés à Olympie et sont désignés d'après le nom du site, soit les Jeux olympiques. On ne sait pas exactement quand ils commencent, mais leur première trace écrite date de 776 avant Jésus-Christ. Il est difficile de connaître l'origine exacte des Jeux de l'Antiquité. Il existe de nombreuses versions tentant de l'expliquer. Historiquement, les Jeux sont instaurés afin de donner une unité au monde hellénique, alors fragmenté en cités-États, constamment en guerre. La mythologie se mêle à l'histoire, et on explique souvent les événements vécus à cette époque comme des conséquences de l'intervention des dieux. En effet, la mythologie attribue souvent la création
des Jeux à Pélops, fils de Tantale, roi de Lydie. Ce dernier, désireux d'épouser Hippodamie, la fille du roi Énomaos, se lança dans une compétition pour sa main. Énomaos avait un oracle qui lui avait prédit qu'il serait tué par son futur gendre. C'est pourquoi il mettait ses prétendants à l'épreuve dans une course de chars mortelle. Pélops, cherchant à gagner l'amour d'Hippodamie, fit équipe avec le charpentier Myrtilos, qui avait des motivations personnelles pour aider Pélops. Myrtilos remplaça alors les essieux des chars d'Énomaos par des faux essieux en cire, et lors de la course, les faux essieux fondirent sous le frottement, causant la mort d'Énomaos. Pélops remporta ainsi la course et épousa Hippodamie. Pour commémorer cette victoire et honorer Pélops, il aurait été décidé d'organiser des compétitions sportives, les premiers Jeux olympiques à Olympie. En réalité, les historiens s'accordent sur une toute autre version. En l'an 884 avant Jésus-Christ, la Grèce est ravagée par la guerre et par une épidémie de peste. Iphitos, roi du petit état d'Élide, où se trouve le site d'Olympie, se rend à Delphes pour consulter la Pythie. Si tu veux calmer la colère des dieux, il te faut restaurer les Jeux olympiques. Tel aurait été son oracle. Iphitos retourne alors à Olympie et réussit à convaincre le législateur Lycurgue, chef de l'armée de Sparte, qui convoite Olympie, de la neutralité de l'état d'Élide. Cléostène, de Pisa, ville sur le territoire de laquelle le sanctuaire d'Olympie est situé, est associé à la décision. Puis, tous les États de la Grèce acceptent l'oracle. Iphitos, pour remercier les dieux, institue alors des Jeux athlétiques qui se tiendront tous les 4 ans à Olympie. Cette période de 4 années prend le nom d'Olympiade et sert de système de datation. En effet, le temps ne se compte pas en années, mais donc bien en Olympiade. Les Jeux organisés à Olympie sont à l'origine des Jeux panhelléniques. Ces derniers englobent les Jeux d'Olympie, se déroulant comme je l'ai dit précédemment tous les 4 ans. Ensuite, nous avons les Jeux de Delphes, appelés les Jeux pythiques, dont nous avons la première trace vers 582 avant Jésus-Christ, qui prennent lieu tous les 4 ans. Également, mais durant la 3e année de chaque Olympiade. Par la suite, les Jeux de l'Isthme de Corinthe apparaissent dès 580 avant Jésus-Christ et se produisent tous les 2 ans à la 2e et à la 4e année de chaque Olympiade. Enfin, nous avons les Jeux de Némée, les Jeux néméens, qui sont célébrés dès 573 avant Jésus-Christ, tous les 2 ans, également la 2e et 4e année de chaque Olympiade. Les Jeux panhelléniques, de l'étymologie grecque pan qui signifie tout et hélène pour grec, ont la particularité de rassembler le monde grec à une époque où la Grèce n'est pas encore un État, mais est formée de cités-États. Il s'agissait de communautés politiquement et économiquement indépendantes. De la Grèce et de ses colonies, les gens se déplacent pour participer ou assister aux Jeux, animés par un sentiment commun, leur appartenance à une même culture et à une même religion. Les 4 Jeux panhelléniques n'ont donc jamais été produits la même année. Les Jeux antiques sont donc nés d'une volonté politique, mettre fin aux événements qui ravagent la Grèce, grâce à la trêve olympique. Cet argument d'une paix globale et universelle est repris par la suite dans le discours de Pierre de Coubertin à la Sorbonne en 1892. À l'occasion des Jeux panhelléniques, une trêve sacrée intitulée Ekechéria est proclamée. Des messagers que l'on nomme les spondophores se déplacent de cité en cité pour annoncer la date des compétitions. Ils exigent l'arrêt de tous les combats, un mois avant, pendant et un mois après les Jeux, afin de permettre non seulement aux athlètes, mais également aux spectateurs de se rendre sur les sites en toute sécurité, à l'aller comme au retour. Une période de paix doit régner à l'occasion de ces concours. L'annonce de la trêve olympique constitue un moment fort de la vie de la Grèce antique. Chacun dépose les armes et fait route vers Olympie. Les ennemis et les guerriers se rejoignent et se côtoient. À l'occasion de voyages, les représentants des différentes cités prennent donc conscience qu'ils partagent des origines communes. Tous les 4 ans, le sanctuaire d'Olympie devient donc le centre du monde grec et se transforme en un lieu avec de nombreux marchands et colporteurs. La durée de la trêve s'étendra avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, puis de Rome, le voyage devenant de plus en plus long
vers Olympie. Également, les jeux panhelléniques ont un caractère religieux très important. Chacun des jeux est célébré en l'honneur d'un dieu précis. Par exemple, Zeus est célébré à Olympie et à Némée, Apollon, le dieu de la lumière et de la raison, est célébré à Delphes, et Poséidon, le dieu de la mer et des chevaux, est célébré à l'isthme de Corinthe. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur cette reconstitution, penchons-nous sur l'étude du site d'Olympie qui a abrité les jeux les plus importants parmi les 4 jeux panhelléniques. Olympie n'est pas une cité mais un sanctuaire. Le site se compose d'un espace sacré, appelé l'Altis, délimité par un mur d'enceinte, et d'un espace profane. L'espace sacré abrite les temples, dont celui de Zeus, les autels où ont lieu les sacrifices et les trésors, petits édifices érigés par les cités où l'on conserve les offrandes précieuses, telles que les vases et les statuettes, par exemple. L'espace profane s'étend autour du mur d'enceinte. On y trouve les lieux d'entraînement, de compétition et tous les bâtiments servant à l'administration des jeux ou à l'accueil des hôtes de marque. Seuls les prêtres et le personnel chargé de l'entretien du sanctuaire résident à Olympie. Au moment des compétitions, des athlètes, des spectateurs et des marchands de toutes sortes affluent sur le site. On estime environ à plus de 40 000 le nombre de personnes présentes lors des Jeux olympiques. En dehors des Jeux panhelléniques, de grandes compétitions sportives sont organisées à Athènes, les Jeux panathénaïques. Ils font partie des grandes Panatées, la fête athénienne la plus importante se déroulant tous les 4 ans à l'honneur de la déesse Athéna. Partout en Grèce et dans les colonies, il existe de nombreux concours locaux, plus ou moins réputés. Chaque cité se fait un honneur d'en organiser. La place des Jeux panhelléniques et le grand nombre de concours locaux montrent l'importance de l'exercice physique et de l'esprit de compétition dans la société de la Grèce antique. Après avoir introduit les origines de ces Jeux olympiques, intéressons-nous maintenant à la définition d'un athlète de l'Antiquité et voyons plus en précision le parcours pour devenir un champion des Jeux olympiques que l'on nomme en grec l'Olympionike. Les représentations de l'athlète de l'Antiquité diffèrent selon les époques et les lieux. Les participants aux premiers Jeux olympiques étaient habillés. Chez Homère, les athlètes des sports de combat étaient munis d'un pagne. Il faut attendre le 7e siècle avant Jésus-Christ pour que la pratique change. Selon Pausanias, en 720 avant Jésus-Christ, lors des 15e Jeux olympiques, pendant la course longue d'un stade, le coureur Orypos de Mégare aurait décidé de jeter le périzoma, une sorte de ceinture qu'il portait à la taille, pour aller plus vite, lui permettant ainsi de remporter la victoire et de répandre cette pratique de la nudité à la course après lui. Une autre version encore raconte qu'un athlète homonyme, Orypos de Sparte, en 724 ou en 652 selon les versions, aurait perdu son pagne, glissé dessus et serait mort, ce qui aurait entraîné l'interdiction de porter des vêtements lors des compétitions sportives. Cependant, si on se fie aux sources littéraires, la version est tout autre. Le mot gymnase vient du grec gumnas, adjectif qui signifie nu et plus particulièrement qui s'est mis à nu pour la lutte. La notion de nudité est donc étymologiquement liée à celle du sport. Également, selon Thucydide, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, la nudité et le fait de soindre le corps pour l'entretenir sont associés à l'abandon des armes dans la vie civile, à une société pacifique et isonomique où règne l'égalité civique et politique et donc à la diminution de la violence. Mais ce sont véritablement les peintures des amphores panathénaïques qui fournissent la source la plus cohérente de représentation d'athlètes nus, car leur fabrication en série s'étend sur 2 siècles et demi, du milieu du 6e siècle à la fin du 4e siècle. On possède en tout plus de 995 exemplaires d'amphores représentant des sportifs. Bien sûr, il faut préciser que cette nudité est spécifique aux hommes. En effet, sur plusieurs amphores, on constate que si les hommes brillent par la parfaite nudité de leur corps, les femmes, elles, sont entièrement vêtues. Le sport est, la plupart du temps, réservé aux hommes. On sait pourtant par plus tard qu'à Sparte ou en Élide, les femmes aussi pratiquaient l'athlétisme, mais elles n'étaient pas entièrement nues, seulement légèrement vêtues avec une tunique qu'on appelait le chiton, et l'épaule dénudée, comme le confirment les sources archéologiques. Par ailleurs, la nudité est nécessairement associée à la jeunesse, car les athlètes étaient souvent de jeunes hommes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Euripide, dans Autolycos, écrit « Brillants dans leur jeunesse et les idoles de leur cité, ils paradent. Mais que s'abatte sur eux la vieillesse amère. Souquenil effiloché,
ils disparaissent. De plus, le statut social est également à prendre en compte dans la pratique de la nudité. En effet, ce sont les hommes libres appartenant à une élite sociale qui ont le droit d'être nus. Les esclaves, eux, restent habillés. La nudité est donc bien associée à une forme de perfection. Mais alors, comment expliquer cette forme de nudité? L'athlète de l'Antiquité doit se conformer à tout un ensemble de valeurs et de codifications sociales et politiques de la cité. Ces derniers sont censés représenter un idéal de beauté et de virilité, mais également d'intelligence, de courage et de moralité calqué sur l'image des dieux. Ce modèle de perfection humaine, appelé le kalos gakatos, qui peut se traduire par l'homme bon et beau, est recherché tout le long de la vie de l'homme. Ainsi, cette recherche de la perfection commence dès son éducation, en entraînant son corps et en élevant aussi son esprit. Le corps de l'homme doit, comme le rapporte Aristophane dans Les Nuées, être un corps reposant sur la symétrie, ayant de bonnes proportions, de couleur bronze, un corps jeune et musclé, signe de bonne santé, mais aussi un corps marqué de cicatrices, signe de bravoure au combat. Également, l'athlète doit être aussi lié à l'idée de nature. L'athlète ne doit pas trop manger, doit pratiquer des efforts quotidiens pour s'exercer dès l'enfance. On façonne les corps pour qu'ils aient l'air équilibrés. Lucien de Samosate, au IIe siècle après Jésus-Christ, dans son ouvrage intitulé De la danse, définit le corps idéal en prenant comme modèle les œuvres du sculpteur Polyclète. Quant au corps, il faut à mon avis qu'il soit calqué sur le modèle de Polyclète. Il ne doit pas être trop grand ou allongé au-delà de la mesure, ni réduit et minuscule de nature, mais exactement dans la moyenne, ni trop bien en chair, ça serait invraisemblable, ni mince à l'excès, car il paraîtrait squelettique et cadavérique. Ainsi, la tête doit savoir être mesurée, se contenir et ne pas tomber dans l'hybris qui pousserait à vouloir s'égaler aux dieux, comme le souligne Platon. Ceux qui s'adonnent exclusivement à la gymnastique parviennent à une disposition d'une excessive brutalité, alors que ceux qui se consacrent uniquement à la musique et à la poésie deviennent plus mous que ce qui est bon pour eux. Ainsi, les athlètes sont toujours nus, car ils doivent refléter l'idéal d'un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. Selon cet idéal, celui qui entraîne son corps peut développer aussi son esprit. Par ailleurs, sur un plan purement pratique, la nudité était un moyen de dissuader de toute tricherie et ainsi de mettre en avant la valeur morale de l'athlète. Mais alors, comment s'entraînent les athlètes? Afin de former ces athlètes et d'accueillir les événements sportifs, chaque cité grecque a ses propres espaces de pratique sportive, à commencer par le gymnase. Le gymnase, c'est le lieu où s'entraînent les athlètes et où les jeunes reçoivent leur éducation. L'enseignement très complet comprend à la fois l'exercice du corps et de l'esprit. Donc, éducation physique, musique, arithmétique, grammaire et lecture. En parallèle, il n'est pas rare qu'une cité possède également une palestre. La palestre, c'est un lieu complémentaire du gymnase, mais destiné essentiellement à l'entraînement des jeunes garçons. Il s'agit d'un lieu dédié à l'exercice de la lutte et du pugilat. Lorsqu'ils arrivent au gymnase ou à la palestre, l'athlète se déshabille complètement. Ainsi privé de ses vêtements, il doit protéger sa peau et procède alors à des soins corporels. Le matériel nécessaire à l'athlète est assez simple. Il possède un haribal, c'est une sorte de flacon, souvent en terre cuite, qui contient l'huile. Puis il possède un strigile, que nous allons voir par la suite la définition, et une éponge. Le tout est retenu par un anneau que l'athlète accroche au mur du gymnase ou de la palestre. Pour se préparer à l'entraînement, il s'enduit le corps d'huile d'olive et le recouvre ensuite de sable fin. L'huile et le sable servent à régulariser la température du corps, à le protéger du soleil et des coups de bâton que l'entraîneur peut lui infliger si les exercices ne sont pas faits correctement. Après l'entraînement, l'athlète prend son strigile. Alors le strigile, c'est une sorte d'instrument recourbé, une sorte de racloir, et va racler justement la sueur, l'huile et le sable de sa peau. Il termine ensuite sa toilette avec de l'eau et une éponge. À l'occasion des compétitions, l'athlète soigne sa peau de la même manière. Cet entraînement rigoureux est assuré par le pédotribe qui forme les jeunes hommes dans la palestre, à côté des grammatistes et des citharistes qui enseignent les lettres et la musique. Le philosophe stoïcien Épictète, dans Entretien, évoque le chemin qui mène l'athlète à la gloire olympique.
Il apparaît que l'entraînement demande un investissement personnel bien incompatible avec la vie sociale. Tu dois accepter une discipline, te soumettre à un régime, t'abstenir de friandises, faire de l'exercice par nécessité, sous la chaleur et le froid, ne pas boire frais, ni de vin quand tu en as l'occasion, tu dois être livré à un mot à ton entraîneur comme à un médecin. De plus, dans le combat, tu devras ramasser de la poussière, parfois te démettre la main, te fouler le pied, avaler beaucoup de sable, recevoir le fouet, et avec tout cela, il pourra t'arriver d'être vaincu. Quand tu auras réfléchi à ces choses, si tu le veux encore, prends le métier d'athlète. Ainsi, cette description témoigne que l'athlète est un véritable métier qui doit s'exercer à plein temps. Néanmoins, jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, certains olympioniquets ne sont pas des athlètes à plein temps et exercent un autre métier. Ce sont donc des amateurs au sens moderne du terme. Corot et Bosse, selon les sources, seraient soit bergers ou soit cafetiers. On sait également que Polymnestor de Milet, vainqueur de la course du stade en 596 avant Jésus-Christ, était berger, ou que Glaucos de Charistos, lauréat du pugilat en 520 avant Jésus-Christ, était paysan. Mais d'autres étaient des amateurs au sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'ils n'avaient nul besoin d'exercer un métier pour subvenir à leurs besoins. Nombre d'entre eux étaient de prestigieux militaires, tel le général Eurybates d'Athènes, vainqueur de la course du stade en 672 avant Jésus-Christ. Attardons-nous maintenant sur la sélection des participants aux Jeux Olympiques. Les principaux critères de participation sont au nombre de 3. Il faut être un homme, être d'origine grecque et être libre. Les femmes, les esclaves et les étrangers sont donc exclus. La plupart des athlètes sont issus de familles riches. Si on ne peut pas parler d'amateurs ou de professionnels comme on l'entend de nos jours, seuls les meilleurs sont admis aux Jeux. Les participants s'entraînent individuellement pendant des mois, puis 4 semaines avant les Jeux, ils se rendent à Élis, cité proche d'Olympie, pour retrouver tous les autres participants. Une sélection détermine ceux qui peuvent se rendre à Olympie. Ils prêtent alors serment, promettant ainsi de participer aux compétitions avec loyauté et dans le respect des règles. Les femmes sont cependant exclues des Jeux à Olympie et ne peuvent y accéder en tant que spectatrices que si elles ne sont pas encore mariées. Malgré cela, des concours de course à pied pour les jeunes filles sont attestés à Olympie et dans d'autres lieux antiques. Arrêtons-nous un instant sur le cas des Jeux éréens. Ils sont organisés tous les 4 ans dans le sanctuaire d'Olympie en l'honneur d'Héra, la déesse protectrice des femmes et du mariage, 2 semaines après les Jeux olympiques des hommes. Ces Jeux ne comportent qu'une seule épreuve, la course, et plus précisément, il s'agit de 3 courses au cours desquelles s'affrontent les parthénoi en fonction de leur âge. Elles courent sur le même stade que les hommes, mais la piste est raccourcie d'un sixième et fait donc environ 160 mètres. Ces courses sont intéressantes à analyser, puisqu'elles permettent d'avoir une meilleure compréhension de la place de la femme dans la société. En effet, premièrement, le fait de raccourcir la longueur du stade d'un sixième, donc 160 mètres par rapport à 192 mètres, et de placer chronologiquement les épreuves féminines après celles des hommes, témoigne implicitement d'une infériorité physique de la femme et d'une position de la femme en second plan dans la société grecque. Également, cette compétition est selon les historiens une sorte de rituel à passer avant le mariage, rappelant une fois de plus que la femme n'a pas d'autre statut que celui de mère ou d'épouse. Cependant, si on revient aux Jeux Olympiques, une seule femme qui est privilégiée peut prendre part, mais seulement en tant que spectatrice. C'est la prêtresse de Déméter, déesse de l'agriculture et de la fertilité. Elle prend place sur un siège situé en face de la tribune des officiels. Si l'exercice physique constitue une partie importante de l'éducation dans l'Antiquité, il y a également des athlètes hautement spécialisés qui suivent des programmes d'entraînement et participent à de nombreuses compétitions. La gloire et la renommée d'un vainqueur des Jeux Olympiques se répercutent automatiquement sur la cité. La liste des vainqueurs est longue, mais certains noms restent gravés dans l'histoire. Coroïbos, vainqueur de la course du stade en 776 avant Jésus-Christ, demeure le premier olympioniquet dont le nom nous soit aujourd'hui parvenu. Durant les 2 premiers siècles des Jeux, les athlètes de Sparte se montrent particulièrement brillants. De 776 à 575, les Spartiates auraient remporté 46 des 81 concours olympiques.
Parmi ces champions spartiates, c'est Kionis qui ressort du lot, puisque de 668 à 656, il va gagner 4 fois consécutivement la course du stade. Par la suite, donc, au 6e siècle avant Jésus-Christ, Crotone, une petite cité de Calabre, fondée depuis moins d'un siècle par les Achéens, connaît un rayonnement soudain. En effet, malgré un port florissant, lui apportant une grande richesse, ce sont véritablement les exploits de ses concurrents aux Jeux Olympiques qui lui valent sa renommée. Ces champions se distinguent notamment dans la prestigieuse course du stade. Glaucias en 588, Lykinos en 584 et Hippostratos en 564 et en 560. Mais le plus prestigieux de tous ces champions, c'est le lutteur Milon de Crotone, qui devient le sportif le plus couronné de l'Antiquité dans la seconde moitié du VIe siècle, avant Jésus-Christ. Né en 557, il est vainqueur dans la catégorie des juniors en 540 et il emporte sans discontinuer de 532 à 516, en s'adjugeant donc 5 titres olympiques. Milon conquiert aussi 9 couronnes anémées, 6 saïsmes et 5 à Delphes. Il est donc sacré 6 fois périodonique. Alors, à quoi correspond ce titre de périodonique? Il faut tout simplement remporter les 4 concours majeurs de l'Olympiade, c'est-à-dire les Jeux olympiques, isthmiques, pythiques et néméens, pour se voir sacré périodonique. On a également l'athlète Théogène de Thasos qui aurait remporté plus de 1300 victoires dans les compétitions antiques au pugilat et au pancrace. Il devient ainsi une sorte de vedette dans sa cité natale où sa statue est érigée sur la place du marché. Le coureur Léonidas de Rhodes est quant à lui 12 fois vainqueur à la course du stade, du double stade et à la course en armes. Il est l'un des rares athlètes à remporter 3 courses lors d'une seule journée, un exploit qu'il reproduit lors de 4 Olympiades. Également, on a le pugiliste Diagoras de Rhodes, qui est un pugiliste particulier puisqu'il se distingue des autres par sa technique de combat. En effet, alors que la stratégie habituelle consiste à esquiver les coups, lui ne cherche pas à en éviter, il se rue au contraire en permanence sur son adversaire. Il est olympioniqué en 464 avant Jésus-Christ et Pindare lui consacre sa 7e olympique. Par la suite, il fonde une véritable dynastie d'athlètes puisqu'il gagne en 464 avant Jésus-Christ et ses fils et ses petits-fils sont également vainqueurs à Olympie. Considérés comme des héros et des exemples à suivre, ces grands athlètes sont célébrés au-delà de leur mort. Sur leur stèle funéraire, on sculpte les couronnes remportées aux Jeux afin de rappeler leur exploit. Sur la tombe de l'un d'entre eux, on construit même une école. Il est temps désormais de se pencher sur le déroulement de ces Jeux olympiques qui constituent une véritable cérémonie religieuse. Les Jeux olympiques sont célébrés durant plus d'un millénaire et connaissent de nombreux changements. À leur apogée, autour du 5e siècle avant Jésus-Christ environ, ils durent 5 jours et les compétitions sportives occupent une place centrale. Le programme des Jeux antiques n'est pas fixe et il varie au cours des siècles. Il ne comporte que des sports individuels, les sports d'équipe sont absents. Les compétitions ont lieu dans le stade et sur l'hippodrome principalement. Durant le premier jour, la journée débute par une cérémonie religieuse et plus précisément par un sacrifice à Zeus. Puis, ce sont les Hélanodices en robe pourpre qui franchissent la porte principale de l'Altis et se dirigent en procession vers le temple de Zeus. Mais alors, que sont les Hélanodices? Les Hélanodices sont au nombre de 10, tirés au sort. Leur fonction, qui commence 10 mois avant l'ouverture de la fête, consiste à surveiller l'entraînement des concurrents, athlètes et chevaux, à recevoir les inscriptions, à veiller au respect des conditions exigées. Sur place, ils jurent de respecter la loi que leur impose leur devoir et reçoivent le serment des participants et de leur entourage immédiat. Ils ont pour tâche de s'assurer de la bonne organisation des jeux et également du bon déroulement des diverses épreuves. Puis, c'est au tour des athlètes, des entraîneurs, des origes, donc des conducteurs de chars, d'entrer et tous prêtent serment devant Zeus Okios d'agir dans le respect des règles. On lui ensuite les concours pour les trompettistes et les héros, dont les gagnants auront l'honneur de faire les annonces tout au long des jeux. C'est par le biais d'une sorte de corps que l'héros proclame le nom de l'épreuve, l'arrivée des concurrents, mais aussi le nom des vainqueurs. Dans la soirée, un sacrifice est offert à Pélops, rappelant la création mythologique des Jeux olympiques.
Le deuxième jour commence par une autre cérémonie. Précédé par la musique, le cortège officiel sort de l'Altis et se dirige vers le stade. Les Élanodis marchent en tête et gagnent la tribune de marbre qui leur est réservée. Suivent alors les personnages célèbres, les invités. Enfin, les concurrents défilent en rang ordonné et viennent se masser à l'extrémité de la piste. Un héros présente d'une voix forte chaque concurrent au spectateur, énonçant son nom et celui de la cité qu'il représente. Il s'adresse de nouveau au public et pose la question suivante. Quelqu'un d'entre vous peut-il reprocher à l'un de ces athlètes de n'être point de naissance pure ou de condition libre, d'avoir été puni des fers, d'avoir montré des mœurs indignes? Si tout le monde reste muet, les compétitions peuvent alors commencer. Néanmoins, en ce deuxième jour des Jeux, les premières épreuves se déroulent principalement sur l'hippodrome. L'épreuve reine est la course des quadriges. Ce sont des chars tirés par 4 chevaux. Les concurrents doivent effectuer 12 tours de la piste de 4 stades et doivent aussi esquiver des poteaux, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 14 km. Ces courses ont des spécificités. Il faut savoir que les vainqueurs ne sont pas les origes, les conducteurs de chars comme on aurait pu le penser. Au contraire, le prestige de la victoire revient aux propriétaires des chevaux. C'est ainsi que Kiniska de Sparte, femme et propriétaire d'une écurie, a pu devenir championne olympique. L'exercice est périlleux, car il s'agit à la fois de savoir retenir les chevaux de l'intérieur et de pousser ceux de l'extérieur qui ont une distance plus longue à parcourir. Chacun cherche à frôler le poteau pour effectuer le moins de chemin possible, mais les chutes sont donc nombreuses. Après la course de quadrige vient la course montée. Les cavaliers effectuent 2 tours de piste. Puis plus tard, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, une troisième épreuve hippique est inscrite au programme. La course de bige. Ce sont des chars à 2 chevaux. Sur le stade, la première journée de compétition est consacrée aux courses et débute par la plus prestigieuse d'entre elles, le dromos. 2 lignes de calcaire blanc sont tracées à 192,27 mètres de distance, matérialisant le départ et l'arrivée. Le vainqueur de la course du stade inaugure le palmarès de l'Olympiade et demeure considéré comme le plus glorieux des Olympioniquets. Viennent ensuite le diolos et le dolichos. Alors le diolos, c'est une course qui consiste à réaliser 2 longueurs d'un stade, soit 2 fois 192 mètres. Tandis que le dolichos, c'est une course de longue distance, plutôt d'endurance, d'environ 7 à 24 stades, qui dépend de l'époque où cette course était pratiquée. Le troisième jour des Jeux a pour sujet le pentathlon, qui réunit course de stade, lancement du disque, le lancer de javelot, le saut en longueur et la lutte. Pour se voir déclaré vainqueur du pentathlon, il faut remporter au moins 3 épreuves, dont la lutte. Ainsi, le vainqueur du pentathlon représente le modèle de l'homme idéal, alliant force, vitesse, endurance, agilité et adresse. Le lancement du disque est très proche du moderne lancer du disque. Le concurrent prend la place dans la balbisse. C'est une aire étroite délimitée à l'avant et sur les côtés. Balance à plusieurs reprises un disque de métal qui pouvait être en fer, en bronze ou en plomb, de haut en bas, et le lance dans un mouvement de rotation. Le jet du javelot, quant à lui, ressemble au moderne également lancer du javelot. Après avoir pris soin d'introduire 1 ou 2 doigts dans l'anquilé, qui était une sorte de lanière de cuir qu'on enroule autour du javelot en la serrant fort et qui se termine par une boucle, l'athlète prend son élan, le bras fléchi, lève son javelot au-dessus de la tête et l'expédie le plus loin possible. Il faut savoir que le javelot était très très grand, la taille d'un homme, et était muni d'une sorte de pointe métallique. Le déroulement du saut à longueur est connu avec moins de précision quant à lui. Il semble que ce saut est exécuté sans élan. Il se compose de 5 appuis successifs. L'athlète utiliserait des haltères dont le balancement lui permettrait de se propulser vers l'avant. La fosse, scama, est remplie de terre et le saut n'est valable que si les empreintes montrent 2 pieds parallèles. L'après-midi, quant à lui, est réservé au concours des juniors et rassemble la lutte, le pugilat et la course. Ce jour est considéré comme le point culminant des Jeux. Il est réservé aux grands sacrifices. 100 bœufs sont abattus en l'honneur de Zeus et d'autres divinités. La viande, quant à elle, est partagée lors d'un repas auquel assistent tous les participants des Jeux.
La quatrième journée est consacrée au sport de combat. C'est par tirage au sort que les concurrents savent avec qui ils vont combattre. Il n'existe pas de catégorie de poids comme aujourd'hui. La première épreuve, c'est la lutte. Les combattants s'enduisent le corps d'huile afin de rendre les prises malaisées et s'affrontent sur un sol assez boueux. Les lois de combat sont strictes. Pour l'emporter, il faut projeter son adversaire à terre et lui faire toucher le sol de ses deux épaules 3 fois. Certaines sources indiquent qu'il faut également que l'adversaire avoue à voix haute sa défaite pour qu'il soit déclaré vaincu. Puis vient le pugilat. C'est un sport très violent. Jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, les pugilistes entouraient leurs bras, leurs avant-bras et leurs poignets d'imantes. Ce sont des légères lanières de cuir souple, mais par la suite, ils vont se servir de lanières beaucoup plus lourdes, faites de cuir tanné. Le vainqueur est le combattant qui pousse l'autre à l'abandon, par épuisement ou par blessure. Les blessures mortelles sont rares, pour deux raisons. D'une part, puisque les sanctions sont prises contre ceux qui ne laissent pas en vie leur adversaire, et d'autre part, le talent consiste moins à frapper juste et à encaisser les coups qu'à les esquiver. L'affrontement sauvage laisse donc la place à un jeu d'adresse, les combats sont très longs, et la victoire revient au champion qui sait user de la feinte et épuiser son adversaire et son rival. Enfin, le pancrace mêle la lutte et le pugilat. Tous les coups sont permis, ou presque. On sait qu'il était interdit de mordre son adversaire par exemple, et également de l'aveugler. Le combat ne se termine que lorsqu'un des deux rivaux lève le doigt en signe d'abandon. Le pancrace est l'épreuve qui vraiment excite et passionne le plus la foule d'Olympie. À partir de 520 avant Jésus-Christ, la journée s'achève par la course en armes. Des guerriers munis de casques, de lances et de boucliers se mesurent sur une distance de 2 stades, 2 fois 192 mètres. Enfin, la cinquième et dernière journée est celle des récompenses. Seuls y prennent part les personnages qui ont tenu un rôle dans l'organisation ou l'administration des Jeux, les invités ainsi que les athlètes. Ainsi, la foule n'est donc pas conviée. Imprégnée d'un caractère religieux, la manifestation se veut assez austère. Les olympioniques reçoivent leur récompense et se rendent en procession la dédiée dans le temple de Zeus, alors qu'on exécute en leur honneur des épinicies. Ce sont des espèces de chants de victoire. Enfin, les vainqueurs sont conviés à un banquet avec les politiciens et les juges. La tricherie n'est pas exemptée des concours olympiques, bien au contraire. Elle est même tellement présente que nul spectateur ne peut l'ignorer. Lorsqu'il se rend au stade, il passe devant les ânesse, des statues de Zeus en bronze, qui ont pu être érigées grâce aux amendes infligées aux athlètes convaincus de corruption ou bien de fraude. Selon Pausanias, dans son recueil Élide, la première de ces statues fut dressée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'un pugiliste, Eupolos de Thessalie, qui avait acheté 3 de ses adversaires. Ainsi, pour veiller au respect du règlement olympique, les participants doivent effectuer le serment. Parmi les 14 points du serment, 2 concernent directement la corruption. Toute corruption d'arbitre ou d'adversaire sera punie du fouet, ainsi que sera hors concours tout membre du collège des juges. Par exemple, nous avons plusieurs exemples de tricherie. En 125 après Jésus-Christ, Didas et Sarapamon, 2 pugilistes égyptiens du nom Arsinoïte, s'entendent pour arranger le résultat du pugilat. Également, toujours selon Pausanias, la corruption est à l'origine de l'exclusion d'Athènes en 332 avant Jésus-Christ. Calipos athénien, voulant concourir au Pentacle, gagna à prix d'argent ceux qui devaient combattre contre lui. Les Éléens ayant condamné à l'amende Calipos et ses concurrents, les Athéniens envoyèrent Hypéride pour demander qu'on leur en fît la remise. Les Éléens s'y étant refusés, les Athéniens ne tinrent aucun compte de la sentence, ne payèrent point l'amende et restèrent exclus des Jeux olympiques. Une autre forme de tricherie est ce que nous appellerions aujourd'hui le dopage, lequel est alors très artisanal. Les concurrents consomment de grandes quantités de viande pour augmenter leurs chances de victoire, ce qui est interdit et sanctionné. En particulier, ceux qui pratiquent le saut en longueur mangent de la viande de chèvre en raison des aptitudes de cet animal, tandis que les lanceurs et les lutteurs préfèrent la viande de bœuf. Lorsque les athlètes ne respectent pas ces règles, le juge sévit directement pendant le concours en usant du fouet. Pour des fautes plus graves, les athlètes doivent payer une amende qui va justement servir à ériger les statues de Zeus. Et on inscrit les noms des tricheurs sur leur socle.
À Olympie, ces statues sont disposées le long du chemin qui mène au stade. À Elis, elles sont placées dans le gymnase. De cette manière, on rappelle aux athlètes l'exemple à ne pas suivre. Les concours de musique et de chant ne font pas partie du programme des Jeux Olympiques. C'est une particularité des Jeux de Delphes. Bien avant l'apparition des concours sportifs, des concours musicaux sont organisés à Delphes. Il s'agit de chants accompagnés à la cithare, une sorte de lyre, de solos, de flûte ou encore de chants accompagnés par la flûte. Musique de chant continue d'être au programme même après l'intégration des concours sportifs. Il y a même des concours de poésie et de théâtre. Enfin, nous allons nous intéresser aux récompenses attribuées aux vainqueurs. Aux Jeux Olympiques modernes, les 3 premiers reçoivent respectivement une médaille d'or, d'argent et de bronze. Aux Jeux panhelléniques, il n'y a qu'un seul vainqueur, et son prix consiste à une couronne de feuillage. Sur chacun des sites, les couronnes sont fabriquées avec des feuillages différents. À Olympie, c'est une couronne d'olivier sauvage. À Delphes, c'est une couronne de laurier, tandis qu'à l'isthme de Corinthe, c'est une couronne de pin, et enfin à Némée, une couronne de céleri. En plus de sa couronne, l'athlète victorieux reçoit un ruban de laine rouge, la taenia, une célèbre statue du sculpteur Polyclète datant du 5e siècle avant Jésus-Christ représente un vainqueur en train de nouer le ruban autour de sa tête. Cette statue s'appelle le diadumène. Enfin, l'athlète tient souvent une palme, autre signe de sa victoire. Les Grecs de l'Antiquité pensent que ce sont les dieux qui décident d'accorder la victoire à un athlète. Ils représentent la victoire sous la forme d'un personnage féminin ailé appelé Nike, signifiant victoire en grec. Celle-ci s'envole dans les airs et apporte à l'heureux élu la récompense divine sous forme de couronne ou bien de ruban. La couronne d'olivier est certes une prestigieuse récompense, mais d'une part les champions ne s'en contentent pas, et de l'autre ils sont souvent soutenus financièrement par leur cité. Ainsi, en 580 avant Jésus-Christ, le législateur athénien Solon limite à 500 drachmes la somme que recevra chaque Olympionike. Cette loi a un double objectif. Il s'agit à la fois de lutter contre la surenchère, car les athlètes n'hésitent pas à monnayer leur talent, quitte à représenter une cité qui n'est pas la leur, et de fait de garantir une somme conséquente pour motiver les futurs Olympionike. En effet, Sotade, vainqueur du Dolichos en 384 avant Jésus-Christ, sous les couleurs de la Crète, remporte la même épreuve 4 ans plus tard en représentant Éphèse. De même, le célèbre Astylos de Crotone, le plus grand champion de course de vitesse, remporte encore ces 2 épreuves en 480, mais il représente désormais Syracuse, car Hieron, qui dans 2 ans deviendra tyran, souhaite que le prestige d'une victoire olympique revienne désormais à la Sicile. Ainsi, le champion fait l'objet d'une sorte de vénération et cumule de multiples avantages. On érige souvent sa statue ou son palmarès est mentionné. Il est parfois nourri aux frais de la cité et exempté d'impôts. Parce qu'ils sont fiers de lui, ses concitoyens frappent parfois des pièces de monnaie à son effigie pour ne pas l'oublier et le faire connaître dans tout le monde grec. Il devient ainsi un notable, les villes où il a brillé le font citoyen. Certains amassent de véritables fortunes, tels Marcus Aurelius Asclépiades d'Alexandrie, vainqueur du Pancrace en 181 après Jésus-Christ. À 25 ans, après avoir combattu seulement pendant 6 années consécutives, il peut se retirer et vivre des sommes reçues par ses exploits. En outre, il les fait citoyens d'Hermopolis, de Pouzole, de Naples, d'Athènes et d'Élis, où il siège au conseil municipal. Les prix, remis à l'occasion des concours locaux, ont une valeur matérielle beaucoup plus importante. En effet, des amphores remplies d'huile d'olive sont bien souvent la récompense remise aux vainqueurs. À cette époque, l'huile d'olive est extrêmement précieuse et vaut beaucoup d'argent. D'autres prix, comme des trépieds en bronze, des boucliers en bronze ou des coupes en argent, peuvent aussi faire partie des lots. Malgré cela, le prestige des Jeux panhelléniques reste sans égal. La couronne de feuillage est la plus haute récompense attribuée alors dans le monde grec, car elle garantit à celui qui la reçoit l'honneur et le respect de tous. Le métier d'athlète se répand et se spécialise. Longtemps, les athlètes concourent dans plusieurs disciplines, avant d'en privilégier une. Les coureurs participent souvent à la fois au stade et au diolos, mais peu d'entre eux ajoutent le dolichos à leur programme. Quant au sport de combat, ce sont de véritables spécialistes qui les pratiquent. Les concurrents choisissent soit la lutte, soit le pugilat, soit le pancrace.
cette dernière discipline, très prisée du public, étant la plus rémunératrice. Paradoxalement, le pentathlon, qui représente pourtant l'idéal athlétique, n'est pas un concours très populaire. Les pentathlètes doivent montrer de bonnes aptitudes dans les 5 disciplines, mais ils ne peuvent rivaliser avec les meilleurs dans aucune d'entre elles. Par ailleurs, les Jeux olympiques et les autres Jeux sacrés panhelléniques ne sont pas les seules compétitions. Les athlètes prennent part à un autre type de manifestation qu'on va appeler les thématikoi, lors desquelles le vainqueur se voit remettre une somme d'argent. La prime varie, mais elle atteint parfois un talent, soit 6000 drachmes. Presque toutes les cités organisent ces thématikoi. Les athlètes doivent donc gérer leur carrière, entre guillemets. On rapporte ainsi de multiples forfaits dans les sports de combat. En effet, plutôt que de lutter contre un adversaire trop fort et risquer la blessure, il est plus sage de connaître la honte, mais de poursuivre sa carrière et pouvoir continuer d'amasser de l'argent. Enfin, revenons un moment sur la fin des Jeux olympiques. Durant plus d'un millénaire, les Grecs, puis plus tard les Romains, se réunissent à Olympie pour célébrer ensemble la fête en l'honneur de Zeus et veiller à ce que les Jeux olympiques de l'Antiquité restent un événement majeur. On sait que les Jeux sont encore organisés au IVe siècle de notre ère. C'est un décret de l'empereur chrétien Théodose en 393 après Jésus-Christ qui interdit la pratique des cultes païens et par là l'organisation des Jeux. Toutefois, la popularité des concours sportifs et des fêtes culturelles persiste jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, dans de nombreuses provinces de l'Empire romain encore sous influence grecque. Après l'interdiction de Théodose, les cultes païens sont petit à petit supprimés, et le site d'Olympie est abandonné. Des tremblements de terre détruisent les édifices, leurs ruines disparaissent peu à peu sous la terre et le sable. Il ne reste plus aucune trace visible du site. Grâce aux écrits des historiens de l'Antiquité, la mémoire des Jeux et leur place dans le monde grec ne s'effacent pas complètement. On sait que ces Jeux ont existé. Sans connaître exactement leur emplacement, c'est en 1776 que le voyageur anglais Richard Chandler découvre le site de l'antique Olympie. Il est fouillé à grande échelle quelques centaines d'années plus tard par des archéologues allemands. Ainsi, nous avons fait un tour d'horizon de ces Jeux olympiques de l'Antiquité. On peut donc dire que les Jeux olympiques antiques représentent bien plus qu'une simple compétition sportive. Ils étaient une célébration de l'excellence physique et intellectuelle, réunissant les citoyens grecs le temps d'une période. Ces Jeux ont influencé non seulement le monde antique, mais aussi notre propre époque, en laissant un héritage durable de compétition et de rivalité. De plus, la reprise du sport de l'Antiquité continue d'inspirer la culture populaire, aujourd'hui avec des références à la fois dans les médias, la littérature et les arts, soulignant ainsi l'importance durable des Jeux olympiques antiques. Un exemple de cette résonance moderne est le manga Olympia Kyklos, réalisé par Mari Yamazaki, qui offre une perspective sur les Jeux olympiques antiques en les combinant avec des éléments de fiction contemporaine. Celle-ci alterne entre deux civilisations, la Grèce 4 siècles avant notre ère et le Japon de 1964. Ce manga donne notamment lieu à des réflexions sur le sport et sur ce qu'il représente. Voilà, pour d'autres informations sur le sujet du sport en Grèce antique et sur les Jeux olympiques, n'hésitez pas à consulter cette petite bibliographie complémentaire qui pourra vous intéresser et vous pourrez retrouver dans un deuxième temps dans la description de la vidéo un lien renvoyant à un podcast de 4 épisodes réalisé par une étudiante d'histoire, Talia Kosmitrovic, et qui aborde avec davantage de précision d'autres aspects du sport au sein de la société grecque, tels que le cas des femmes, ou bien encore le cas particulier de la cité de Sparte. Voilà, merci à tous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.